quotidien. Réveillons-nous. Concrètement, il faut faire des changements là. Bonjour, comment allez-vous? Il nous fait plaisir à nouveau de vous rencontrer, que vous êtes là pour cette deuxième émission dans la série, la première en 2024, à l'été 2024, et nous en faisons une deuxième au début de l'année 2025. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui. Dans quelques instants, vous allez rencontrer mon invité, c'est Zara Cochard. Elle est auteure et conférencière. Déjà, vous l'avez vu, un grand nombre parmi vous, vous la suivez. Et elle a écrit trois livres et puis elle va nous présenter surtout le premier livre. Dans son premier livre, elle parle de sa scolarité. Nous avons le plaisir, la grande joie d'accueillir à nouveau Zara Cochard. Bonjour Zara, comment vas-tu? Bonjour Fernand, merci beaucoup de m'accueillir pour la deuxième fois, une émission faite par toi. Merci beaucoup. Oui, l'émission est enregistrée, en effet, à partir du Québec. Alors, bienvenue la Suisse, bienvenue Zara Cochard de Genève. C'est un plaisir de t'accueillir. Une des questions qui me vient à l'esprit, nous faisons une deuxième émission dans la série. La première émission a été vraiment prisée par le public. Tu as eu de beaux commentaires. Et alors, depuis cette première émission, peux-tu nous dire brièvement des extraits de ce qui s'est passé dans ta vie et en ce qui concerne ta profession, le travail que tu accomplis et la voix que tu donnes, que tu as pour ceux qui, comme toi, ont des handicaps? Ça nous ferait plaisir de t'entendre. Oui, volontiers. Alors, depuis notre émission en juillet 2024, beaucoup de choses se sont passées. Ça s'est un peu tout embranché au même moment que juste un peu avant, mai-juin. J'ai rencontré un homme qui travaillait dans un foyer pour personnes en situation de handicap. On a discuté, on a eu l'opportunité de se rencontrer, de discuter. Je lui ai apporté, montré mon troisième livre, parler un peu de ce que je faisais, que j'étais auteure conférencière, un peu mon background, mon travail, tout ce que j'ai fait ces 20 dernières années. Et puis, il était très, très intéressé et il me disait, mais c'est très rare de voir quelqu'un en situation de handicap qui, après ses années d'études, on a fait son métier. C'est très, très important ce que tu fais parce que c'est unique. Tu peux parler pour toi, mais tu parles en même temps pour les autres. Quelqu'un peut être instruit dans comment aider les personnes qui ont des handicaps, mais toi, tu l'as vécu à tous les jours de ta vie depuis ta naissance. Je pense que ton métier justement très particulier et ta situation particulière d'être en situation de handicap et de travailler pour justement soutenir d'autres personnes en situation de handicap devrait vraiment être mise en avant. Plus que juste dans les quartiers, les villes proches de où tu es toi et tout ça. Et c'est lui qui m'a proposé, qui m'a encouragé d'envoyer mon livre à l'ONU dans la Convention de l'ONU pour le droit des personnes en situation de handicap. C'est lui qui m'a encouragé vivement à envoyer mon livre. Il m'a envoyé l'adresse courriel d'une personne qu'il connaissait. Et puis d'envoyer mon livre, mon troisième livre des étoiles dans la nuit, à la Convention de l'ONU pour le droit des personnes handicapées. C'est quand même Donc, extraordinaire, Zara, que tu c'est- puisses avoir une voix, que tu puisses avoir un livre qui est à l'ONU. C'est pas n'importe où, là. C'est vraiment à Genève. oui. Et l'ONU est aussi ouverte au public, ouverte à plein de gens qui travaillent à l'ONU. Et ce livre, Oui. il est disponible justement dans la librairie de l'ONU ou à la bibliothèque. Il est disponible. Des gens peut-être maintenant, là tout de suite, sont en train de lire mon livre. Donc oui, c'est vrai que c'est très, très particulier. Je suis fière de ça. Et moi, je suis très heureux d'apprendre que ton livre est à l'ONU, à Genève, et c'est connu à travers le monde, l'ONU. Donc,
tu as une place, vraiment une place, je dirais même une place d'honneur. Chez nous, à Genève, je ne sais pas si vous avez ça aussi, on a des bibliothèques, on a des librairies, on a plein d'endroits où on peut mettre les livres, mais on a aussi ce qu'on appelle des boîtes à livres qui sont à l'extérieur ou dans des écoles. Et puis, c'est gratuit, c'est un peu comme une mini-bibliothèque. Et on met nos livres là-dedans et des gens peuvent prendre les livres, les ramener chez eux, les lire et les ramener. C'est gratuit, ils les ramènent. Puis après, d'autres personnes peuvent prendre le livre et ainsi de suite. Donc, j'ai décidé de mettre mes 3 livres dans différentes boîtes à livres autour de Genève. Et puis, quand j'ai fait ça dans un endroit particulier, il y avait une personne déjà, c'était près d'une école. Donc voilà, et une maman qui a déjà pris un de mes livres. Et puis, en même temps, il y a eu une personne qui est arrivée en même temps qu'on était là. Et puis, voilà, on s'est présenté et il a directement pris mon premier livre. Lui, il a dit qu'il voulait les lire un peu les uns derrière les autres, en tout cas commencer par le premier livre, Patience enragée, apprendre avec un handicap, et puis le lire, et puis il m'a dit qu'il me donnerait un feedback quand il l'aurait lu. Et quand il a lu, il m'a contacté effectivement, et pour la faire courte, il a décidé d'écrire un article sur le livre qu'il avait lu, parce que, par exemple, il m'a dit, mais moi, j'avais été enseignant à l'époque aussi, mais le handicap que tu as, l'hémiplégie, que vous avez, je ne connaissais pas du tout. J'ai beaucoup été formée sur cet handicap parce que voilà, je ne connaissais pas. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, il a écrit cet article qui a été diffusé très largement. Et puis, quelques jours après avoir publié cet article, il me recontacte par email en me disant qu'il va participer à la journée mondiale pour la lutte contre la traite humaine et la traite d'enfants. Et puis m'encourage vivement de participer aussi à cette journée mondiale et de donner un témoignage de personnes en situation de handicap, de ce que j'ai vécu moi par rapport à ma scolarité, très complexe, très voilà, maltraitante, pas forcément physiquement, mais psychologiquement beaucoup. Donc de parler de ça ou de parler d'autres choses, de ce que j'ai vu, des enfants en situation de handicap qui vivent des choses pas forcément faciles toujours. Euh, donc voilà, il m'a très fortement invité à participer à cette journée mondiale pour la lutte contre la traite humaine et la traite d'enfants, à participer en donnant un témoignage. Donc c'est ce que j'ai fait. Ce témoignage est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous vous rendez sur ma chaîne YouTube, Sarah Cochard, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Te dire que je l'ai vu et tu es éloquent. Tu as eu une excellente opportunité en public. Tu es la voix, ta voix, mais la voix de tous ceux qui, comme toi, euh, ont vécu avec un handicap et les solutions, les moyens de faire les choses avec peut-être 10 fois plus difficile qu'une autre personne. Et tu partages justement la façon de faire dans plusieurs domaines vis-à-vis ceux qui ont des handicaps, mais aussi ceux qui vieillissent, qui perdent leurs moyens physiques et tout. Donc, je te félicite pour avoir accepté de participer à cette conférence. Juste pour finir concernant ça, effectivement, le discours était pas très long, il y avait beaucoup d'intervenants, mais on est resté après la soirée proprement dite. Souvent, ben, ensuite, il y a une après-soirée où là, j'ai rencontré beaucoup des gens du public qui voulaient me parler personnellement. Beaucoup de gens ont acheté, j'avais pris mes livres avec moi. Et puis, voilà, certains ont acheté. Surtout, il y a eu un dialogue qui a commencé
entre le public et moi. Beaucoup de gens m'ont posé des questions et voilà. Donc, c'était, si tu veux, d'une part, c'était très important d'être présente à cette soirée, de donner ce témoignage en public et puis, en deuxième temps, de continuer la soirée et de parler plus à un public un petit peu plus restreint, mais à un moment, il y avait vraiment une file d'attente. Voilà, je regardais un peu, je me disais, waouh, il y a encore du genre 10, 15 personnes là qui attendent, qui veulent me parler. On est resté, je crois, 2 heures. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'était dans le courant du mois de septembre. euh, J'étais une fois allée au marché aux puces dans ma ville, comme ça, juste voilà, comme tout le monde, hein, de temps en temps, aller au marché aux puces. Et puis, à l'entrée du marché aux puces, en fait, il y avait une conseillère municipale. C'était dans la période des votations. Donc voilà, elle était là et puis elle avait ses petits feuillets par rapport aux votations qu'on allait avoir dans quelques semaines. Et puis elle a commencé à me parler de cette votation. Puis voilà, nous, dans le conseil, on aimerait essayer de faire passer cette loi. Donc on a discuté. Puis une des votations qui était, c'était par rapport à la scolarité, par rapport aux étudiants futurs enseignants. En fait, il voulait réduire la formation d'une année. Je pense que la formation de futurs enseignants, c'est 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et puis, voilà, et il voulait la réduire d'une année. Donc moi, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, ah non, c'est pas bon du tout, ça, déjà, parce que là, cette formation, c'est déjà difficile, il y a beaucoup de choses à apprendre, et si on réduit d'une année, ben voilà, il y en a une année de moins, et moi, je suis sûre que si on réduit d'une année cette formation, eh bien, toutes les questions concernant le handicap, les personnes en situation de handicap, les élèves, comment les soutenir au mieux, voilà, ça va tomber. Parce que, voyons, on a une année de moins, donc qu'est-ce qui va tomber? Ben, il y a plusieurs choses qui vont tomber, j'imagine, mais une des premières choses qui va ne plus être dans cette formation, c'est le soin aux enfants avec handicap, en prenant soin aussi des autres élèves, des enseignants et tout. Je suis persuadée que ça va tomber. Donc, voilà, je l'ai écouté et puis je me suis dit, je me suis permise de me présenter et puis présenter mon travail en disant voilà, j'étais auteure et conférencière depuis 2004, depuis 20 ans. J'étais en situation de handicap moi-même. J'avais fait ma scolarité pendant 20 ans. Hein, et puis qu'il s'était passé plein de choses pas faciles. Et puis que voilà, et que je voulais pas que ça continue comme ça pour des enfants d'aujourd'hui. Donc, on a eu la chance de créer un dialogue entre cette femme conseillère municipale et moi. Ce dialogue va continuer. C'est quelque chose qui prend toujours du temps hein, pour mettre des nouvelles choses en place. Mais voilà, je suis très heureuse d'avoir rencontré cette conseillère municipale et puis qu'on a commencé à créer ce lien entre nous et on va pouvoir travailler là-dessus aussi et que mon travail, mes écrits soient aussi vu au niveau politique, c'est aussi génial. Il y a une ouverture politique par rapport à ce que je fais, c'est génial. Je te souhaite un bon suivi avec cette conseillère municipale, une bonne suite. Je te souhaite beaucoup de succès. Je parle pas seulement en mon nom personnel. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose avant de passer à une autre question? Je brûle de poser plusieurs questions. Il y a eu plusieurs choses, mais je crois que les 3 points les plus importants, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment ces 3 choses qui sont passées dans le temps et qui ont ouvert des portes. Donc, c'est vraiment génial. Je suis très heureuse. Apprendre avec un handicap tout au long de la vie, c'est impensable pour moi, puis sûrement pour plusieurs personnes. Et nous avons la personne, la dame aujourd'hui, Zara Cochard, auteure et conférencière avec nous, qui va nous parler de ses débuts. Alors, en fait, on va revenir un tout petit peu en arrière, si tu le permets. Mhm. Quand on a fait la première émission, toi et moi, parue en
en été 2024. On l'a diffusé et c'est vrai, comme tu as dit, on a eu beaucoup, beaucoup de retours vraiment très positifs, des gens qui nous ont mis des commentaires, après des gens aussi en, en live, quoi, que j'ai rencontré des gens pour de vrai, puis qui m'ont dit, oui, j'ai vu ta vidéo avec l'animateur du Québec, c'était vraiment magnifique, vraiment particulier comme émission. Les gens ont beaucoup aimé, c'était différent aussi. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez dans le projet de continuer à faire des émissions tous les deux? Et puis, plusieurs personnes m'ont dit, oui, vous devriez continuer à faire des émissions ensemble. Et donc, une personne en particulier qui m'a demandé, je ne sais pas comment on est venu à parler de ma scolarité. Et moi, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai vécu une scolarité d'enfants en situation de handicap dans les écoles classiques de mon quartier, vraiment pas facile. Et puis elle m'a dit, on se connaît seulement avec cette personne euh, depuis 2, 3 ans maintenant, donc elle n'avait pas lu mon premier livre, Patience enragée, ou le deuxième, Choisir la vie. Ouais, il y a encore des choses qu'elle savait pas sur mon vécu. Donc elle m'a demandé, cette personne qui s'appelle Isabelle, dont je salue et je remercie, qui m'a demandé, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as vécu, si tu es d'accord. Parce que comme j'ai pas lu ton livre, ben, je ne sais pas trop de quoi tu parles, mais c'est très volontiers si tu m'en parles un peu voilà, parce que c'est vrai que ça a l'air très compliqué, mais j'ai pas lu ton livre, donc je sais pas. Donc, je vais donner des exemples de mon vécu à l'école et toutes des choses particulièrement difficiles. Et puis, vu que je lui ai dit ça, elle me dit, mais ça, effectivement, c'est vraiment très, très compliqué. Parce que moi, là, quand j'ai commencé à lui parler, juste lui dire, oui, j'ai eu des profs très, très, très compliqués. J'en ai même eu un, voire plusieurs, mais en tout cas un qui était vraiment sadique. Puis c'est là qu'elle me dit, mais moi, je n'ai pas lu ton livre, donc je ne sais pas si tu veux m'en parler. Donc, je vais donner des exemples, des choses qu'il a faites à mon encontre. Et puis, en lui parlant, elle me dit, oui, non, ça, effectivement, par exemple, te faire monter à la perche en cours de gym alors que tu n'as qu'une main et qu'une jambe de valide, c'est purement du sadisme parce que c'est pas possible physiquement. Euh, voilà, donc elle m'encourageait quand je lui ai raconté un peu ce que j'avais vécu avec certains profs à l'école. Elle m'a vraiment encouragée. Elle m'a dit oui, mais effectivement, de faire d'autres émissions, c'est pas pour raconter ce que j'ai vécu moi encore. Voilà, moi, je sers vraiment ça, mon vécu, pour discuter de ce qui se passe maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les enfants en situation de handicap aujourd'hui. Donc, elle m'a dit, franchement, ça serait un des thèmes très, très importants, parce que oui, tu as écrit un livre qui a été lu et toujours lu, ça c'est vrai, mais il y a tellement de choses qui se sont passées, il faut faire comme une piqûre de rappel, et puis il y a des choses nouvelles qui se sont passées peut-être depuis ce que tu as vécu toi, ou des choses que tu as apprises, même des fois on vit des choses sur le moment, mais on n'a pas toute la palette, on ne peut pas tout analyser ce qu'on a vécu à l'époque, et c'est tout à fait vrai que maintenant, ces dernières années, j'ai appris de nouvelles choses. Zara, depuis le tout début de ton enfance, le tout début, là, tu te souviens même quand tu étais très jeune à l'école, tu te souviens de certains professeurs. Et j'ai appris de toi que un en particulier agissait, je crois, moi, très, très mal, en voulant toujours te mettre en échec, en voulant toujours te faire manquer ton objectif, ton but vraiment de suivre c'est une sorte de formation ou comment est-ce que tu appellerais cette C'était, c'était, formation? c'était mon maître d'école primaire. Ouais, c'était vraiment à l'école primaire. J'avais 9 ans au départ. Oui. Puis qu'est-ce qui s'est produit?
il voulait te mettre, comme j'ai dit, toujours en échec. Il voulait toujours te faire périr dans quelque chose, te faire manquer ton coup. C'est quelque chose comme ça qui se passait, je crois, non? Mais c'est ça en fait. Et c'est ce qu'Isabelle avait dit très vite quand je lui ai donné ces exemples. Elle m'a dit, c'est là qu'on voit qu'il était sadique, parce qu'il savait. Il avait eu aussi des réunions en amont avec mes médecins, thérapeutes pour lui expliquer le handicap, pour qu'il soit au courant, parce que c'est vrai que les profs au départ, ils ne sont pas tellement formés, surtout à l'époque, mais il avait eu cette formation quand je suis arrivée, avant que j'arrive. Mais vu que lui, il continuait à vouloir te mettre en échec par exemple, vouloir que tu montes au perche en cours de gym, euh, sachant que tu n'as qu'un bras et qu'une jambe, c'est purement du sadisme, ça, elle disait, Mm. Isabelle. Et elle a bien raison. Une autre chose qu'il voulait nous faire faire à tous, et puis je pense que là, on voit bien le sadisme aussi, tu me donneras ton avis, mais c'est que en cours de gym, par exemple, on avait le saut de cheval. Et puis, alors normalement, sous le saut de cheval, il y a un tapis pour pas qu'on se blesse. Ben lui, sur le tapis, sous le saut de cheval, il mettait des clous. Comme ça, on saute, on se prépare, on court, on se prépare à sauter. Et puis, si on n'arrive pas, ben on tombe sur le tapis, mais sur le tapis, il y a des clous. Donc, voilà. Ça Une montre drôle de bien. façon, une façon très, très non professionnelle, je dirais stupide, de Oui, mettre des clous. c'est là où avec C'est- Isabelle, je suis tout à fait d'accord, ben, c'est du ouais. sadisme. Est-ce que lui représente d'autres ou c'est un cas isolé dont tu nous parles? Non, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Moi, dans ma scolarité, j'ai aussi eu des très, très, très belles histoires de très bons profs. J'explique toutes les choses dans mon premier livre, Je veux comprendre. Ton premier livre est intitulé Passion Patience enragée, enragée. Oui. apprendre avec un handicap. Alors, tu te réfères à ça dans ton livre, comme tu dis. D'autres Ouais, ouais. profs, c'est pas un cas isolé. Non. Non, non. La prof de l'année d'ensuite était très différente. Ses tactiques, si tu veux, étaient très différentes. Sa personnalité était très différente du premier prof, mais elle était aussi très, 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 très particulière. Je pourrais en toucher un mot aussi, mais ce prof-là, le premier, oui, il était aussi très particulier aussi. Voilà, plein de choses. Moi, je me souviens, par exemple, on était au dernier étage de l'établissement. Et puis, parce qu'il appréciait beaucoup les élèves qui étaient doués, naturellement doués pour l'école et pour le sport. Si on était naturellement doué, ça se passait très bien, tout allait très bien, et voilà. Mais si on n'était pas naturellement doué, si on était un peu plus lent à apprendre, si on était un petit peu schmitteux, bordélique, voilà, eh ben, on voyait l'autre visage de ce professeur. Et Par toi, exemple, oui, tu veux donner un exemple. Tu donner veux un dire exemple que qui est aussi très parlant, quand il trouvait que notre bureau était mal rangé. Je sais pas, nous, on avait des bureaux où tu levais, c'est comme le capot de la voiture, tu lèves le bout là, hmm, et tu ranges tes brochures à l'intérieur, tu fermes, et lui, il inspectait, il nous faisait ouvrir le bureau chaque matin. Et puis, s'il trouvait que c'était mal rangé, il prenait le bureau avec une seule main, il le portait. Il allait à la fenêtre, il ouvrait la fenêtre de la classe, on était au troisième étage, souviens-toi, et puis il balançait tout ce qu'il y avait dans le bureau à la rue. Franchement, ouais, c'était sur un trottoir, mais tout de suite après, il y avait la rue, les voitures, hein. Donc voilà, il balançait ça par la fenêtre, comme ça. Et puis après, nous, les enfants, on devait aller récupérer nos cahiers, tout ça, tout près de la rue. Donc ça, c'est pas correct non plus, enfin, je veux dire.
Si je comprends bien, Zara, tu en parles parce que c'est trop généralisé. C'est pas, t'accuses pas tous les professeurs, tout le système d'enseignement, mais tu as vu des choses que d'autres ne sont pas au courant. C'est pas généralisé ou tu penses que c'est généralisé, c'est pas connu et c'est pour ça que tu te fais la voix de ces personnes qui ont souffert. Euh, Je pense, je pense que c'est plus connu qu'on le croit. Parce que des années plus tard, quand j'ai publié mon premier livre, j'ai fait des conférences par rapport à ce premier livre. Et puis, il y a une enseignante qui est venue me voir pendant une de mes conférences, qui m'a écoutée et qui m'a invitée dans son école pour rencontrer ses collègues maîtres, maîtresses d'école. Et puis, en fait, cette personne-là, elle travaillait dans l'école de quartier où j'étais avec ce prof particulier. Elle ne le savait pas. Je ne crois pas qu'elle avait fait le rapprochement, là. Mais moi, j'ai tout de suite su quand elle m'a dit, bah, moi, je suis à l'école qui s'appelait comme ça. Mais, ah, ok. Et puis alors, quand j'ai été la rencontrer, puis rencontrer ses collègues, c'était une très belle, un très beau moment avec tous ses collègues et tout. C'était vraiment très bien. Et puis ensuite, elle a été voir son directeur, lui parler de moi, lui dire que j'étais là, qu'elle m'avait invitée. Je sais pas, je pense peut-être elle lui a montré mon livre. Et puis le directeur a voulu me rencontrer. Donc moi j'étais frappée à sa porte. Il m'a dit d'entrer. Je suis rentrée dans son bureau. On a fermé la porte. Et puis il m'a dit bonjour. Je m'appelle Monsieur, je sais plus quoi. Et puis tout de suite il me regarde, comme ça, interrogateur, il me regarde. Puis il me dit mais vous étiez là en tant qu'élève à l'époque dans cette école-là quand vous étiez petite. Puis moi, je le regarde, puis je lui dis, oui, oui, j'étais là. Mais arrêtez de sourire parce que c'était des années très, 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 très difficiles pour moi. Quand j'ai dit ça, il m'a dit, il a arrêté de sourire, effectivement, puis il s'est excusé. Il m'a dit, oui, effectivement, j'aurais jamais dû vous m'introduire comme ça, vous introduire comme ça et dire ce que j'ai dit. Parce qu'effectivement, à l'époque, quand vous étiez élève ici, dans cette école, moi, j'étais jeune enseignant. Mais ce que vous avez vécu à l'époque, avec ce prof particulier et les autres ensuite, ben en fait, nous, les corps enseignants, tout ça de la ville de Genève, on était tous au courant de ce que vous avez vécu. donc, c'est quelque chose qui était connu et aujourd'hui, toi, tu peux en parler. Euh, Lui, il était au courant de ça. Ils n'ont rien fait à l'époque. Et je pense que dans ton message aujourd'hui, c'est comme si tu me disais, puis disais à nos auditeurs, auditrices, que, au fond, il y a une situation qui existe encore. Il y a eu peut-être des améliorations dans certains milieux, mais tu déplores quand même. C'est pour ça que tu parles. C'est encore nécessaire de souligner qu'il y a des abus parmi les enseignants, soit ceux qui dirigent ou qui engagent. Il y a un manque à quelque part, une faiblesse, et toi, tu veux, c'est ce que tu es en train de nous dire. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas fermer les yeux ou simplement dire tourner la tête de bord et penser que tout va bien parce qu'on s'est détourné du problème. Exactement, exactement. C'est ce que j'ai remarqué. Et puis voilà, comme je disais en début d'émission, heureusement, j'ai envie de dire, de ces dernières années, j'ai eu contact avec plusieurs personnes, dont des parents d'enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, depuis que je fais ce que je fais, mon travail, que je donne des conférences et tout ça, que c'est public, ben, les parents des enfants d'aujourd'hui me contactent en me disant, en gros, ils me disent, d'une part, merci d'avoir écrit votre livre ou vos livres. Je suis très touchée, très triste de ce qui vous est arrivé.
mais en même temps, quelque part, je suis heureuse parce que ça prouve que mon enfant en situation de handicap aujourd'hui, qui est scolarisé, tout ça, ben lui, il vit des choses très similaires à ce que vous avez vécu Ah à oui, l'époque. ah oui. Mhm. Et à l'époque, ça veut dire il y a 30 ans en arrière, hein. C'est pas il y a 5 ans, hein. Ouais, C'est, ouais. et voilà, ça fait longtemps que moi j'ai vécu ma scolarité et que les enfants d'aujourd'hui vivent pour beaucoup des situations très similaires à ce que moi j'ai vécu à l'époque. Donc, C'est assez déplorable. ouais, ça prouve bien que Ouais. ça continue, malheureusement. Il y a aussi des choses très belles qui se font, mais malheureusement, il y a trop de récurrence encore. Et puis, j'ai aussi, par exemple, la chance de connaître, maintenant c'est aussi devenu une amie, mais au départ, en fait, moi j'avais mon premier livre, ben, je l'ai envoyé à beaucoup d'écoles de quartiers de la ville de Genève, voilà, de la Suisse romande. Et puis, une des directrices d'une école m'a répondu, voilà, et puis qui a lu mon livre et qui a dit qu'elle était très, très, très touchée, très, très intéressée, qu'elle allait le faire lire à ses collègues, euh, à ses subordonnés, des infirmières aussi, enfin tous ces gens-là. Et puis, il y a quelques années, on a toujours un peu gardé contact. Et puis, de toutes ces dernières années, elle m'a recontactée. Et puis, aussi par message, mais par message vocaux. Donc, j'ai des traces de ce que je dis en plus. À un moment, on discute. Et puis, elle me dit, oui, oui. Alors, par exemple, quand je lisais vos livres, je devais toujours me souvenir de quel âge vous avez. Et puis avec ses enfants et moi, on a à peu près le même âge. On est nés à peu près les mêmes années. Donc voilà, depuis les années 80. Et puis elle se disait, mais c'est fou, parce qu'on a l'impression, je sais quel âge vous avez, mais en vous lisant, j'ai l'impression que vous avez fait votre scolarité dans les années 50. Quand on parle de ces profs très particuliers, là, les profs vraiment pas faciles, elle m'a dit, mais voilà, moi je lisais vos livres et puis j'avais l'impression vraiment de ce que vous, par rapport à ce que vous avez subi, que vous avez vécu votre scolarité dans les années 50. Pour te dire que j'ai vécu justement cette période des années 40 et 50. Et on battait les enfants, là, ici au Québec, en tout cas. La discipline était très, très sévère. Et c'était des religieux qui nous enseignaient. Et puis, on avait des fois la fessée ou tu sais, aujourd'hui, ça se ferait plus. Il y a des lois maintenant là-dessus. Donc, ce qu'elle a dit, ce qu'elle t'a dit, on se dirait dans les années 50, puis c'est dans nos jours d'aujourd'hui ou dans les années 80 que ça se produisait. Puis toi, tu dis qu'encore aujourd'hui, sans frapper les enfants, on les frappe peut-être psychologiquement. Oui. Certainement. On ne les frappe pas physiquement parce que justement, il y a quand même des lois qui sont passées depuis, même dans les années 90, quand moi j'ai fait ma scolarité, 90, début des années 2000, on n'avait déjà plus le droit de frapper les enfants. Donc, il n'y a personne qui m'a frappé physiquement, mais psychologiquement, moralement, on m'a frappé. Voilà. Puis quelque part, c'est pire parce qu'on n'a pas de traces. On n'a pas de traces physiquement de ce qu'on vit. On voit rien. Et justement, les profs qui faisaient ça, dont le premier prof que j'ai eu, le prof Sadiq et d'autres, ils savaient très bien jusqu'où ils pouvaient aller sans être inquiétés, juste avant de frapper physiquement, et où ils devaient arrêter pour justement qu'il n'y ait pas de marque physique. En plus, comme ça, ben, s'il n'y a pas de marque physique, ben, c'est plus difficile de se défendre. Un enfant, il a beaucoup de peine à s'exprimer verbalement, à comprendre ce qui lui arrive déjà. Il ressent ce qui lui arrive, il voit que c'est pas classique, que c'est pas normal, que voilà. Mais c'est comme si, je sais pas, hein, on le frappe psychologiquement, c'est comme s'il tombe par terre et puis il se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
il comprend pas comme un adulte, donc il peut pas s'exprimer comme un adulte. Euh, donc il essaie de naviguer avec ces composantes-là du professeur maltraitant psychologiquement, puis qui comprend pas, puis je dois le dire à qui, puis comment, puis souvent quand malheureusement les enfants, ils sont pas toujours écoutés, crus, compris, c'est très difficile. Donc moi j'ai vécu ça à l'époque, je parlais pas beaucoup. Justement, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Premièrement, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut quand même avoir... moi, j'avais 9 ans au début. C'est très, très, très jeune, hein. Donc, voilà. Et puis, après coup, j'ai quand même parlé. Je me souviens avoir parlé à ma physiothérapeute, de qui j'étais très proche. Voilà, moi, j'ai commencé la physiothérapie, j'avais 8 mois. Donc, on se connaissait déjà depuis de très longues années, quand j'ai commencé à avoir ces profs très particuliers. Et puis, à elle, je me suis dit, c'est c'est une personne très 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 proche, mais c'est pas ma maman, c'est pas mes parents. Donc je vais quand même pouvoir lui dire des choses que j'avais peut-être même honte de dire à ma maman que ça se passait mal. Je n'avais pas envie de faire du mal à ma maman, peut-être, sûrement. Donc voilà, j'ai dit à ma physio, de qui j'étais très très proche. Et puis elle n'a pas su quoi faire avec cette information. Je la blâme pas, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée, ma physiothérapeute. Elle m'a apporté beaucoup de bien. Mais par rapport à cette situation, je pense, avec le recul, voilà, le recul que j'ai, qu'elle n'a pas su quoi faire avec ces informations. Elle, Mhm. je lui ai donné ces infos, et puis vraiment, elle ne savait pas quoi faire. Elle se disait, mais elle m'a dit, je me souviens, c'était la deuxième professeure, la maîtresse d'après. Là, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et puis, elle m'a dit, écoute, je ne sais pas quoi faire avec cette situation. Il faudrait, bien sûr, mais je ne sais pas comment. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien avec la prof de maintenant, c'est que elle te fait pas peur. Tu peux quand même travailler, tu peux quand même progresser avec elle. Donc, je vais décider de pas aller plus loin pour pas faire du tort à personne. Mais toi, tu vas quand même pouvoir continuer d'étudier. Donc, elle a quand même pris la décision de rien dire plus haut. Elle aurait pu aller plus haut dans la hiérarchie et puis voilà, en tant que thérapeute, euh, ben, ça aurait peut-être été une des bonnes personnes qui aurait pu faire ça. Moi, souvent, j'entends des thérapeutes, des médecins qui disent, ben, justement, c'est notre travail. Nous, on est professionnels, on peut faire ces choses-là. Et puis, de nouveau, je la blâme pas du tout, mais j'étais là, ben, elle l'a pas fait. Des années plus tard, j'ai eu un psychologue. Avec tout ce que j'avais vécu scolairement et tout, bah, j'ai quand même eu besoin d'un psychologue, d'une psychothérapie pour débroussailler tout ce que j'avais vécu, la comprendre, et puis voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, tout ça. Donc, lui, c'est lui qui m'a appris, entre autres, que le premier prof, celui qui me faisait monter au perche et les sauts de cheval et tout ça, c'est lui qui m'a appris qu'il était sadique. Moi, je savais qu'il n'était pas du tout classique, qu'il était, à l'époque, j'aurais dit, ben, il est méchant, il est très, 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 très méchant. Mais en fait, il n'est pas méchant. C'est lui qui m'a appris qu'en fait, il était sadique. Et le sadisme, c'est une maladie mentale, comme, ben, un peu comme un handicap physique ou comme ça. Donc, ça m'a beaucoup apporté, le fait de savoir qu'il était malade. Je pense que je peux dire que tu crois en Dieu, que tu as eu une expérience spirituelle dans ta vie et tu as entendu quelque chose dernièrement, puis ça t'a fait penser justement à cette situation méchante. Alors oui, j'écoute régulièrement la bonne semence. Et en fait, c'est un petit... On peut lire aussi. Moi, j'écoute parce que je vois de moins en moins, donc heureusement qu'on peut y écouter. C'est une petite méditation, je crois, comme tu dis, de quelques minutes par jour, chaque jour. Et puis un jour, euh, je crois que c'était à l'été dernier, j'ai écouté et en fait, il parlait, si je ne me trompe pas, il parlait de démons. Le texte ou l'audio de 3 à 4 minutes parlait de démons. Ça.
Et puis, je me dis, ça m'a fait comme des flashbacks avec ce professeur. Puis je me suis dit, c'est ça. D'une part, il était sadique. Ça, j'ai compris ça il y a à peu près une vingtaine d'années grâce à ce psychologue. Ça m'a beaucoup aidé et soutenu par rapport dans mon parcours. Et puis là, j'écoute la bonne semence, ça parle de démons. Et je me dis, mais ouais, il était sadique, mais en plus, pour moi, je sais pas comment dire ça, il est Il était possédé possédé. par un ou plusieurs démons là. Parce qu'en plus, j'ai une image très claire, visuellement en plus. Hein, j'ai un vécu par rapport à ça. Si je peux l'exprimer, je pense que les gens vont comprendre encore plus ce que je raconte. Au début de l'année, avec cet enseignant, j'avais 9 ans, hein, les 2 premières semaines, c'était des semaines très cool. On apprenait à se connaître. Il avait décidé, on fait des jeux de société, on apprend à se connaître. Chaque enfant dit ce qu'il aime pas sur plusieurs sujets pour qu'on apprenne tous à se connaître. Voilà, on passe 2 semaines très très bien, cool, sympa avec les autres élèves de la classe et puis ce professeur. Puis le lundi de la troisième semaine, on arrive en classe, heureux de nous retrouver, heureux de retrouver cet enseignant qu'on appréciait, on a appris à apprécier. Il ferme la porte de la classe. Il se tourne vers nous et il nous dit, voilà, on vient de passer 2 semaines très sympathiques à apprendre à se connaître et tout. Maintenant, les 2 semaines sont finies. Maintenant, le travail va commencer sur un ton, la voix, tu sais, la voix glaçante, le visage qui avait changé, les yeux, tout, voilà. C'était une autre personne, quelqu'un de froid, quelqu'un de méchant. Voilà, c'est le premier souvenir, le premier, la première vision de son côté démon que j'ai entrevu ce jour-là, la troisième semaine de l'école. Il avait ce côté maléfique de C'est sa ça, à personne. l'époque, quand j'avais 9 ans, je pouvais pas dire, là, je viens de croiser les yeux d'un démon, pas du tout. Mais maintenant, avec le recul, avec l'âge que j'ai, avec le travail que j'ai fait sur tout ça, sur l'école, que je suis devenue auteure et conférencière, tout ce que je fais, les conférences, et puis sur le fait que je crois en Dieu, en Jésus, et que j'écoute régulièrement la bonne semence, et qu'il y avait ce texte, cet audio-là, ce jour-là, qui parlait de démons. J'écoutais, puis je me disais, puis j'ai eu ce flashback. J'écoutais et en même temps, je le voyais, lui. Et visuellement, puis j'ai dû voir cette image où il ferme la porte de la classe et il nous dit, voilà, on a passé 2 semaines très, très sympathiques, on a appris à se connaître, c'était bien, c'était utile, mais maintenant, voilà, l'école, le travail va commencer. Et dans cette phrase-là, c'était quelqu'un d'autre. Verbalement, avec sa voix et puis avec son visage, ça se voyait que c'était totalement quelqu'un d'autre et puis c'était pas quelqu'un de bon, quoi. Voilà. Zara, merci beaucoup de nous avoir parlé. Pas seulement, c'est pas une historique, ce sont des faits que tu nous rapportes, de vécu. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Je vois, je ressens, peut-être je suis pas le seul, nos auditeurs ressentent la même chose. Tu voudrais que les choses s'améliorent. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Et puis tu voudrais que les choses changent parce que c'est plus répandu qu'on pense. Puis les gens soit ne s'en préoccupent pas, ce qui serait malheureux. D'autres, c'est simplement une négligence ou n'ont pas réalisé qu'il y avait des choses qui se passaient injustes. Je pense que le mot est pas trop fort, qui se passe parmi les personnes qui ont des handicaps. Et on tourne un peu le dos, on néglige un peu cet aspect-là. Et tu as d'autres exemples de... J'aimerais que tu nous parles de la situation de nos jours depuis ce temps-là. Et je sais que tu as des choses à dire encore là-dessus. De nos jours, qu'est-ce qui se passe au fond? Alors, effectivement, il y a des choses qui se passent de nos jours. Ça n'a plus tellement rapport avec la scolarité, vu que ma scolarité, elle est finie. Mais ça rapporte plutôt avec la vie quotidienne,
il y a des choses magnifiques aussi qui se passent, hein. J'ai envie de dire aujourd'hui, depuis en plus que j'en ai fait mon métier, que c'est de plus en plus public aussi, la majorité, ça se passe très bien. Mais de temps en temps, il y a quand même des choses que je vois, que j'expérimente pour moi-même, par moi-même, avec ma situation de handicap, qui n'est pas encore très claire, très positive. Mais juste avant ça, je vais donner deux exemples, enfin voilà, une situation qui s'est passée quand j'étais en toute fin de scolarité, quand j'ai fait mon apprentissage de secrétariat. Euh, C'était de 2002 à 2005. Dans l'apprentissage de secrétariat, pendant 4 jours, on est dans la boîte qui nous a engagés, on apprend notre métier, voilà, on travaille. Et puis, un jour par semaine, j'allais euh, à l'école pour apprendre. On avait un peu de maths, du français, et puis des cours vraiment très particuliers par rapport au secrétariat. Et puis, alors, les profs de français que j'ai eues, la première prof, moi, elle m'a rien fait de particulier. Mais elle a fait des choses, elle a fait du mal à certains autres élèves. Donc, elle a été virée. Et puis, alors, ils ont dû trouver un autre professeur de français, un autre professeur de français pour continuer l'année d'après, puis continuer à pouvoir aller à l'école en français. Ils ont cherché. Et puis, quand on a commencé l'année, on s'est retrouvé avec un professeur très, très particulier aussi. Qui ressemblait pas mal, peut-être pas physiquement, mais psychologiquement, au prof de troisième primaire, là, le premier prof que j'ai eu, le prof sadique. D'ailleurs, il ressemblait tellement que moi, j'avais beau avoir 12 ans de plus, j'avais 21 ans à l'époque, je pense, mais c'était tellement des situations similaires que je me sentais très mal. Psychologiquement, j'étais très mal. Je retrouvais mes mécanismes de défense. J'avais peur. J'avais pas envie d'aller en cours. Je disais à mes chefs au travail, je leur demandais, mais gardez-moi, je vais travailler. Je veux pas rester à la maison. Je veux travailler dans la firme avec vous. Je veux pas aller à l'école. J'ai peur, je veux pas aller à l'école. Alors, j'y allais quand même de temps en temps, hein, mais de temps en temps, ils me gardaient, puis je travaillais. Et on a eu notre maître de formation, parce on avait un responsable d'apprentissage vraiment qui nous apprenait notre métier. Et puis, au-dessus d'elle, il y avait le responsable de toutes les formations d'apprentissage, les différents apprentissages qu'on pouvait faire dans cette boîte. Et lui a souvent été à l'école pour essayer de trouver une solution avec ce prof. Essayer de lui faire comprendre, et puis s'il ne comprenait pas, ben, essayer de le virer, ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans ces réunions qu'ils ont eues, mais je sais qu'il est beaucoup venu à l'école. On l'a vu, hein. On l'a vu les élèves, notre responsable de formation, venir à l'école, puis essayer de nous aider et tout ça. Et puis, alors, une anecdote qui va bien faire comprendre les choses, je pense. Nous, ce professeur, on l'appelait Hitler. Voilà. Et puis, notre responsable de formation, il l'appelait Exterman. Exterman pour exterminer, il nous disait, notre responsable de formation. Quand il parlait de lui, il avait un nom de famille, ce monsieur. Mais il ne l'appelait pas par son nom de famille avec nous. Il l'appelait Exterman. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Une autre chose très, très importante que j'ai appris quand j'ai écrit mon premier livre. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai été à la rencontre de plusieurs enseignants que j'avais eus à l'époque pour aussi avoir leur avis et puis pour pouvoir construire mon livre, pour pouvoir construire les Oui. chapitres.
Et Mhm. puis, quand j'ai été voir mon professeur c'était le professeur de maths pendant cette formation quand j'étais en apprentissage, et puis ce professeur-là, en fait, il était doyen dans l'école aussi. OK. Mhm. Et alors, j'ai été le voir, on a discuté, il m'a donné son feedback, voilà, on a discuté. Et puis à un moment, il me dit, un peu d'une manière confidentielle, mais bon, maintenant ça fait plus de 20 ans, donc je pense que je dis pas ça pour casser du sucre sur quelqu'un, hein, puis on nomme pas les gens, donc il n'y aura pas de souci. Mais il me dit à un moment, en fait, vous savez, ce prof que vous avez eu très très compliqué la dernière année, euh, on devait chercher un nouveau prof pour vous après qu'on ait viré la première, mais on n'en trouvait pas. Et puis l'année allait tout bientôt commencer, donc il fallait qu'on trouve quelqu'un. Mais on ne trouvait pas quelqu'un qui nous satisfaisait. Donc pour finir, en désespoir de cause, on a pris le premier qu'on a trouvé, qu'on a vu. Mais ça, j'étais là, ok, ok. Puis en plus, il m'a dit, ce prof-là, il n'avait pas encore son diplôme. Il était en fin de formation, mais il n'avait même pas encore son diplôme. Donc, mais c'est très important ce que je dis, je pense que tu reconnais ça tout de suite, parce que on est des personnes, des enfants en situation de handicap, Ça des prend des enfants spécialistes. diminués, tu vois. Ouais, C'est pas que nous, on est diminués, c'est que notre situation, notre corps est impacté et diminué. On ouais. devrait nous aider à avoir des profs extra forts, tu comprends? Et à la place de ça, en désespoir de cause, c'était pas leur intention au départ, mais en désespoir de cause, au lieu de nous donner quelqu'un de particulièrement bien, ils nous donnent d'une part la première personne qu'ils ont trouvée parce qu'ils étaient in the hurry, ils devaient se dépêcher, et puis d'autre C'est part, il était même fini d'être formé, ce prof. Il était encore à l'université, voilà. Quand il m'a dit ça, j'étais là, mais quelle horreur, justement. Au lieu de nous donner des gens, aussi pour eux, pour les professeurs, c'est compliqué hein, d'avoir une classe avec des enfants en situation de handicap. C'est pas commun. Donc, il faut des professeurs bien formés, tu vois. Mais au lieu de ça, ils nous ont donné... voilà. Donc, je voulais quand même mentionner ça. Et puis, j'ai un autre exemple. Là, je retourne en arrière avec le premier prof sadique que j'ai eu. J'ai donné des conférences pendant une quinzaine d'années. Là, j'en donne moins depuis le Covid et tout ça. Ben, maintenant, il y a différentes choses, d'autres choses. Mais voilà, j'ai donné pas mal de conférences pour dans les universités, pour les profs. Si on te demandait de donner une conférence, est-ce que tu pourrais être disponible? Je te Bien fais sûr, un peu d'annonce. bien sûr, avec plaisir. OK. Parce que ça avait l'air comme si c'était terminé cette époque-là, mais non, tu pourrais encore donner des conférences, hein. Ça s'est terminé à cause du Covid. Jusqu'à en Ah, 2019, j'ai donné OK. des conférences. Ça s'est vraiment terminé à cause du Covid. Oui. Voilà. Ben, Donc, je t'ai interrompu, excuse, tu peux il n'y a pas continuer. de problème. Il n'y a pas Ouais. de problème. Donc, quand je donnais des conférences, euh, une, une des professeurs que j'ai eues, que je salue, elle va se reconnaître en écoutant ce petit passage-là. Ah oui. Justement, je parlais beaucoup de ce qui s'était passé avec ce prof en particulier, ce prof sadique et tout. Et les étudiants, ils en revenaient pas de ce que Mm. j'avais vécu. Et ils en revenaient pas du fait qu'on n'avait pas viré ce prof. Ils disaient, mais pourquoi quelqu'un dans votre entourage, pas forcément vos parents, mais justement vos thérapeutes, vos médecins, pourquoi quelqu'un, plusieurs ou même une personne n'a pas remarqué que c'était quand même très 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 particulier cette situation, très très maltraitant, même si c'était pas physique, et pourquoi personne n'a viré ce prof? Et puis là, la professeure s'est adressée à ses étudiants et à moi en même temps, en disant que c'est très très compliqué de virer, de vouloir faire virer quelqu'un. Si on, Quelques mois, oui. si on fait virer quelqu'un,
si, par exemple, les parents d'un enfant en situation de handicap sort son enfant de l'école, parce qu'il y a ça, il y a faire virer le prof, et puis aussi, si on n'arrive pas à faire virer le prof, à sortir l'enfant de cet environnement, de Ah l'école, oui. Hmm. dans une autre école. Mais si on fait ça, les parents qui feraient ça, c'est pour ça que ça serait peut-être mieux que ce soit les thérapeutes qui fassent ça. Mais si les parents font ça, et puis qu'après, il veut mettre son enfant dans une autre école, ben, il aura beaucoup, beaucoup de difficultés à le faire parce qu'il sera considéré comme persona non grata dans tout le système pédagogique de la ville, en tout cas, et peut-être même du pays. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça on voit bien par ces exemples qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Même maintenant, dans les années 2000, 2020, 2019, les dernières conférences que j'avais données, voilà, elle avait dit, mais voilà, malgré, c'est ça qu'il faudrait faire, bien sûr, mais c'est très compliqué de virer quelqu'un ou de sortir son enfant de l'école, de l'environnement malsain. Et puis surtout, après, on veut le mettre dans une autre école parce que c'est obligé par la loi et pas pour la construction de l'enfant. Mais si on fait ça, et puis comme tout se sait et qu'ils sauront qu'en fait, ils ont sorti l'enfant d'une école, c'est parce qu'il y avait des gros soucis, donc personne ne voudra prendre l'enfant dans une autre école. Donc c'est très compliqué. D'après toi, quelles sont les solutions, justement? Moi, je pense que tu es une autorité, tu es l'auteur de 3 livres, tu as donné des conférences, ce que tu dis, ça porte. Tu es souvent la seule qui peut le faire. D'autres ont appris à le faire, mais toi, non seulement tu l'as appris, tu l'as vécu, et tu l'as appris, tu l'as vécu tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que tu as à nous dire, toi, aujourd'hui, comme solution? Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire, pour ta grande confiance, ça me touche. Je ne sais pas Euh, si je mérite Écoute, autant d'éloges, mais voilà, c'est merci. très, très sincère ce que je te dis, Zara. Et d'autres sont là qui applaudissent pour cette question-là qu'on attend. Euh, Ouvre la bouche et parle-nous. Nous t'écoutons. D'accord, des solutions. Ça fait 20 ans que je cherche des solutions. Et je pense, comme la professeure à l'université qui disait que c'était difficile de sauver les enfants, de les sortir, de les mettre dans une nouvelle école, je pense que trouver des solutions, c'est compliqué aussi, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire, comme toi aussi tu le penses. Euh, J'irai sur 2 axes. Premièrement, ça serait très, 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 très utile, très, 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 très bien qu'on arrête d'engager des profs sadiques ou pervers ou toutes ces maladies mentales. Mais en même temps, ces gens qui ont ces maladies mentales, ils sont très intelligents. Il ne faut pas confondre certaines maladies psychologiques, mentales, en se disant, ouais, voilà, ils sont bobets, ils sont bêtes, on va voir tout de suite qu'ils ont des maladies, on va pas les engager. Ils sont très intelligents, donc c'est pour ça qu'ils se font engager, ces profs-là. Mais si on n'arrive pas à détecter ça avant de les engager, dans les écoles de mon temps et encore plus aujourd'hui, il y a des enseignants, des infirmiers et infirmières, des psychologues. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait un psychologue quand le prof veut se faire engager et que les autres enseignants ou le directeur de l'école prennent la décision, que le psychologue voit cette personne, l'analyse et puis dise oui, alors lui, vous pouvez, il n'a pas de maladie mentale, lui, vous pouvez pas, il a telle ou telle maladie mentale, ou plusieurs en même temps, pourquoi pas. Mais si c'est pas possible, s'il passe entre les gouttes et qu'il se fait quand même engager, du moment qu'il réalise qu'il y a un truc qui va pas, et que c'est avéré, ils font des investigations, puis qui voient vraiment que c'est avéré, et puis qu'ils arrêtent de se voiler la face, qu'ils arrêtent de se tenir la main. Ils se tiennent tous la main dans ces établissements. Ils n'aiment pas avouer
qu'ils ont fait faux. Ils ont dit, ouais, on n'aurait pas dû l'engager. Mais voilà, ils n'aiment pas avouer ça. Donc, ils vont tous se tenir la main. Mais s'ils arrêtaient de tous se tenir la main, ou s'il y avait un psy dans l'école, et que même par la suite, qu'ils disent, bon, ben, on l'a engagé, on n'a pas vu, on est vraiment, vraiment, vraiment désolé, mais on va le virer, quoi. Il faut les virer. Il faut les virer. Et ça, je me souviens, c'est Isabelle aussi on a discuté du début de cet entretien qu'on a travaillé ensemble, toi et moi. Et puis on parlait justement de cette question, c'est quoi les solutions? Je lui disais, voilà, on est en train de chercher des solutions. Puis c'est elle aussi qui m'a dit, bah, faut arrêter d'engager des profs sadiques. Et elle a tout à fait raison. Donc, soit on arrive à essayer de ne pas les engager, ou si on n'arrive pas, on ne remarque pas avant de les engager, du moment qu'on remarque et puis qu'on prouve ce qu'on voit, ben qu'on les vire, ces profs. Puis deuxième chose, ben, dans les écoles, justement, comme je le disais, il y a des équipes pluridisciplinaires. Il y a les profs, il y a une infirmière d'école, il y a des psychologues, il y a je ne sais pas quoi encore, quelle formation, mais il y a plusieurs choses. Et je pense que dans ces équipes pluridisciplinaires dans les écoles, il devrait aussi avoir, peut-être même ponctuellement, on n'a pas besoin d'être là tout le temps, mais ponctuellement en tout cas, il devrait avoir une personne en situation de handicap qui est là et qui observe. Parce que nous, on va voir des choses. Nous, on s'est fait maltraiter psychologiquement. À notre époque, on s'est plus fait maltraiter physiquement, comme à ton époque, mais psychologiquement, on s'est fait maltraiter. Donc, on ressent ces choses. On a comme des radars. Moi, si je vois quelqu'un, si je pouvais être dans une école, puis il faudrait que je puisse les voir, tu vois, aller dans les cours et puis observer. Mais je pense vraiment que je verrai les signes. Donc, je pense vraiment qu'il faudrait que dans ces écoles, il y ait non seulement les enseignants, non seulement une infirmière, plusieurs infirmières d'école, non seulement un psychologue, une assistante sociale, tout ce qu'il y a déjà, mais en plus, en tout cas ponctuellement, il devrait y avoir une personne en situation de handicap qui, je pense, en a fait son métier. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, aux États-Unis, au Canada, au Québec, peut-être qu'il y en a plus, comme dans les pays nordiques. Mais en Europe, en fait, ce que tu disais, voilà, que je suis une personne d'autorité et tout ça, c'est vrai, en fait, on est très peu en situation de handicap en avoir fait notre métier. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, je suis là. Moi, je suis là. Et j'ai toujours dit, depuis le début que j'ai donné des conférences et tout ça, j'ai toujours dit, mais moi, j'aimerais bien être une petite mouche et puis à pouvoir aller dans les écoles et observer et voir tout ce que les autres ne verront pas. Parce, parce qu'ils n'ont pas vécu. Parce qu'ils n'ont pas... Maintenant, moi, j'ai l'esprit aiguisé. J'observe, je vois plus loin, je ressens plus loin. Je ressens comme tout le monde les sentiments de départ. J'observe et je me dis, bon, il a l'air gentil, il a l'air sympa. Puis après, je vais plus loin. Je gratte la surface. Et puis, j'observe plus. Puis je me dis, cet enfant, il a un comportement bizarre avec cet adulte. Il ne se sent pas bien, il ne se sent pas en confiance. Pourquoi? Et je pense que nous, on peut y voir d'une façon particulière. Donc, d'une part, d'essayer de ne pas engager des profs sadiques. Si on les engage quand même, du moment qu'on a remarqué, qu'on a fait notre investigation pour être sûr, après on les vire, on les laisse pas 30 ans, ou même moins, mais des années, des dizaines d'années dans les écoles. Et puis, dans les équipes pluridisciplinaires de chaque école, d'avoir aussi une personne en situation de handicap qui en a fait son métier. Alors, peut-être pas forcément tous auteurs et conférenciers et tout ça, mais de nos jours, il y a de plus en plus de personnes, avec les réseaux sociaux aussi, ils écrivent pas forcément de livres, mais ils racontent leurs témoignages. Et j'en écoute régulièrement. Et puis, ils sont bien, ces gens.
Ils sont bien, ces gens. Ils sont faits aussi mal considérés. On leur a dit, ben voilà, comme ils ont des problèmes, je sais pas, non visibles. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ils sont bien, ils existent et ils veulent tous contribuer. Ils veulent que ça se passe mieux pour les enfants d'aujourd'hui. Donc, essayer de trouver. Et puis moi, je suis là. Moi, j'ai un métier complet. J'ai un vécu complet. Je fais ça depuis 2004. J'ai commencé en 2004. On est en 2025. Donc, j'ai quand même un background particulier, aiguisé. Donc, moi, je suis là. Si vous avez besoin que j'aille dans votre école pour voir tout ça, très volontiers. Maintenant, c'est vrai que ouais, c'est plus flou dans ma tête. Mais j'en ai un, par exemple. Ça peut paraître anodin, mais je pense quand même qu'on va comprendre. On devait lire, faire la lecture à haute voix sur des textes. Puis quand mon tour est arrivé, il, j'ai eu le passage qu'il a voulu que je lise. Et puis quand j'ai eu fini, il m'a dit, ah, mais vous lisez bien, la bonne intonation, vous mettez les points et les virgules dans votre texte où il faut, mais vous lisez bien malgré tout. Mais toi, sur un ton pas sur un ton félicitations, sur un ton, ouais, bah, malgré votre handicap, ou, je sais pas, ben, vous lisez bien, quoi. C'est un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire. C'était toujours des petites, euh, des petites claques sur la tête. Ben, c'est notre maître de formation qui nous avait dit ça. Souvent, pas tout le monde, bien sûr, et heureusement, mais souvent, quand des gens ont affaire avec des personnes en situation de handicap, physique ou psychologique, mais aussi physique, ils pensent souvent que même si on n'a qu'un handicap physique et rien de trouble psychologique, ils pensent qu'on a un handicap psychologique. Souvent, ils nous parlent plus fort, ils nous parlent doucement, parce qu'ils pensent qu'on ne comprend pas, qu'on est débile, qu'il nous manque la lumière, des trucs dans le cerveau. Et tout ça, ces façons de faire et de nous infantiliser, toutes ces choses-là, il appelait ça des petites claques sur la tête. Ça nous rabaisse. On nous frappe, pas très très fort, mais puis, ouais, ça nous rabaisse. Ça nous met au niveau, je sais pas, au sous-niveau, quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça avec nous. Certes, il y a encore une gêne, je ne sais pas comment nommer ça. Le handicap, c'est encore, il y a beaucoup de gêne là-dedans. Ça nous fait penser à nos propres. Peut-être on peut tous tout d'un coup avoir un accident ou avoir une maladie, un handicap à la naissance, ou nos enfants vont avoir un handicap à la naissance. Puis bien sûr, on ne veut pas, on ne souhaite pas. C'est très particulier, et, mais on devrait tous être plus, je sais pas comment dire, doux avec l'autre, avec le voisin, qu'on le connaisse ou qu'on le connaisse pas. Ça peut tous nous arriver. Souvent, on me dit, mais ça m'arrivera pas. Ça m'arrivera pas parce que moi, je suis une bonne personne, je suis une gentille personne, je fais les choses bien. Euh, oui, mais moi, j'ai rien fait de mal pour ce qui m'arrive, le handicap. J'ai eu une hémorragie cérébrale à ma naissance, j'avais 2 jours. J'ai rien fait de mal. Donc malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Et si on est plus sensibilisé sur ça, qu'on doit plus s'entraider, s'encourager, s'apprécier les uns les autres, ben, je sais pas, peut-être que ça deviendra moins tabou, toutes ces questions du handicap. On est sur Terre, dans le monde, on est quoi? On est 8 milliards de personnes environ. Ben, il y a 1,6 milliard personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est rare ou est-ce que c'est pas rare selon vous? On n'est pas, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais ça arrive pas à beaucoup de personnes. On va pas changer notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de parler à l'autre pour pas beaucoup de gens. Donc, voilà, quoi. Et
Donc et ce qu'on a discuté ces dernières minutes me fait aussi penser au début, quand tu m'as demandé qu'est-ce que j'avais fait les mois après notre première interview, la possibilité d'avoir mon livre à l'ONU, au département des droits de personnes en situation de handicap. C'est génial. C'est génial que ce département existe, mais dans un autre sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu me diras ton avis, ça m'intéresse, mais moi je trouve fou qu'en 2025, on ait besoin d'une convention de l'ONU pour le droit des personnes avec handicap. Puis l'urgence d'agir aujourd'hui, pas attendre, c'est maintenant qu'il faut agir. Je suis d'accord avec ce que tu nous avances. Oui. Tu nous as parlé beaucoup de tout ce que des autres font, de tout ce qui était arrivé dans ta vie, tout ce que tu as accompli, que tu aimerais encore continuer à accomplir pour aider. Comme tu me demandais avant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les difficultés, des choses que je vis au quotidien par rapport au handicap, des, des choses encore mal comprises. Je pense que ça part d'un bon sentiment. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais aujourd'hui, il y a encore des choses dans ma vie, dans mon quotidien, pas beaucoup, comme je le disais, pas souvent, heureusement. Hmm. Par des cas, ça se passe parfaitement bien. Mais de temps en temps, je vis quand même encore des situations qui sortent de je sais pas trop d'où. Et je me dis, waouh, on est en 2000, là je parle des choses qui sont passées en 2024 et 2025, hein. C'est aujourd'hui. À l'été 2024, j'ai été refaire mon passeport. Donc j'ai rempli toutes les formalités sur l'ordinateur, tout ça. Puis après, il faut aller, je ne sais plus trop où c'est, quelque part, pour finaliser le passeport, faire les empreintes digitales, et voilà. Donc j'ai payé, et puis je vais faire mes empreintes digitales. Et puis, normalement, il faut mettre deux doigts, un doigt de chaque main sur la vitre pour faire les empreintes digitales. Mais cette main-là, si je pose la main, bah, c'est toute la main qui va être posée, puis mal posée. Mais je ne peux pas poser qu'un doigt, c'est pas possible. Et puis alors, j'explique, hein, je dis à la personne, écoutez, malheureusement, j'ai un handicap physique, j'arrive à bouger plus ou moins, mais je n'arrive pas à mettre qu'un doigt, c'est pas possible. Est-ce que vous n'avez pas un autre moyen? Puis, alors déjà, il semblait tout affolé. Il n'y aura pas beaucoup à avoir de personnes en situation de handicap qui voyagent, qui vont faire leur passeport, hein. Et puis d'autres part, ils disaient non, 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 il n'y a qu'un moyen, il faut réussir à mettre vos deux doigts là, d'une manière ou d'une autre, comme vous voulez, mais voilà, il faut. Mais je veux bien, mais je ne peux pas. Vous voyez bien, ça ne marche pas. J'avais une amie qui m'a accompagnée, qui voyait tout ça. Donc j'ai un témoin en plus. Puis j'ai essayé pendant au moins 10 bonnes minutes, un quart d'heure. Ça ne fonctionnera pas, on va y passer la journée là. Puis au bout d'un moment, ils appellent une autre, hein, une collègue, et il se passe une situation bizarre, je ne sais pas quoi faire avec cette fille, elle arrive. Puis au bout d'un moment, l'autre personne, elle dit, ah mais si vous voulez, vous pouvez poser deux doigts de la même main au bout d'un quart d'heure. Ben oui. Hmm. Au bout d'un quart d'heure moi je voyais, hein, ça se voyait, ils me regardaient comme si j'étais bizarre, comme si j'avais pas compris. Ils me parlaient fort, justement. Faut mettre deux doigts des deux mains. Mais je suis pas sourde. J'ai un handicap physique. Je suis pas sourde, c'est pas la même chose. Et au bout d'un quart d'heure, la collègue qui dit, ah oui, mais en fait c'est simple. On peut aussi mettre deux doigts de la même main. J'ai fait ça en 2 secondes, c'était fait. Ce que tu nous dis là, ce que ça me dit à moi, c'est que nous avons tous, pas seulement les écoles, mais la population, tous, nous devons être plus sensibles, comprendre ce que vous comprenez, ce que vous dites, et le réaliser que c'est aussi important, sinon plus important même que nos activités à nous de tous les jours, ce à quoi on est confronté, des solutions. C'est une des solutions, c'est que tous nous soyons plus conscients que vous avez des choses à dire, que tu as des choses à dire, que tu fais partie
Tu fais partie de tout le monde, de tout et chacun. Vous n'êtes pas un groupe à part puis mis de côté. On doit être sensibilisé à être égal dans nos agissements, premièrement dans nos pensées, dans notre éducation. C'est une partie de notre éducation de te considérer dans ce que tu as dit aujourd'hui. On n'est pas beaucoup à faire ce que je fais, à avoir mon regard particulier. Donc, je vais me permettre de dire encore ces petites choses. Oui, en fait, je pense qu'une des choses, pourquoi c'est si compliqué, malheureusement, on vit tous sur la même planète, on partage tous la même planète, mais il y a encore une gêne, je ne sais pas comment nommer ça. Le handicap, c'est encore, il y a beaucoup de gêne là-dedans. Ça nous fait penser à nos propres, peut-être on peut tous tout d'un coup avoir un accident ou avoir une maladie, un handicap à la naissance, ou nos enfants vont avoir un handicap à la naissance. Puis bien sûr, on ne veut pas, on ne souhaite pas. C'est très particulier, et, mais on devrait tous être plus, je sais pas comment dire, doux avec l'autre, avec le voisin, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Ça peut tous nous arriver. Souvent, on me dit, mais ça m'arrivera pas. Ça m'arrivera pas parce que moi, je suis une bonne personne, je suis une gentille personne, je fais les choses bien. Euh, oui, mais moi, j'ai rien fait de mal pour ce qui m'arrive, le handicap. J'ai eu une hémorragie cérébrale à ma naissance, j'avais 2 jours. Et j'aime beaucoup notre émission d'aujourd'hui. Je te remercie encore qu'on ait suivi le conseil d'Isabelle, qu'on ait préparé cette émission, d'avoir accepté, toi, de me réinviter pour faire cette émission particulière et pour pouvoir dire toutes ces choses. Mais moi, ça fait depuis 2004 que je fais ça en tant que métier reconnu, parce que je fais ça depuis le premier jour de ma vie. Moi, je suis née avec le handicap, donc voilà, j'ai 40 ans d'expérience. Mais professionnellement, ça fait depuis 2004, et ça fait depuis 2004. Je me dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Réveillons-nous. Concrètement, il faut faire des changements là. Puis moi, je fais tout mon possible, je fais tout mon maximum. Il y a ça aussi. J'ai beaucoup d'étudiants, quand je donnais des conférences, qui me disaient, c'est génial, continuez, vous pourriez même, je sais pas, créer une ligne de vêtements pour des personnes en situation de handicap qui ont des mobilités réduites, qui peuvent pas mettre tous les habits, tout ça. Vous pourriez faire une ligne de chaussures pour justement des personnes qui ont des difficultés, qui peuvent pas mettre toutes les chaussures qui existent. Vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Puis moi, je leur dis, mais je crois que je fais déjà beaucoup de choses. Et si on pouvait se mettre tous ensemble et chacun faire ce qu'il peut, ce dont il est doué aussi, enfin voilà. Et puis surtout, d'avoir cette vie en communauté, que chacun accepte, chacun accepte son voisin. S'il comprend pas, bah, qu'il pose des questions au lieu de rester dans sa non-compréhension, puis il pose pas de questions, puis il dit, ouais, il est bizarre, puis je l'aime pas parce qu'il est différent. Il me fait peur, il est différent, je veux pas avoir affaire à lui. Au lieu de ça, poser des questions à ceux qui savent. Donc, c'est génial de faire cette émission, parce que le livre, je l'ai écrit en 2010. Mais on avance quand même, on a avancé, mais on n'avance pas beaucoup, on avance lentement. Et voilà, donc merci encore beaucoup de l'opportunité. Et puis pour répondre à ta question par rapport à qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai Dieu et Jésus dans ma vie, concrètement, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de calme euh, au quotidien, majeure partie du temps. Je réfléchis, j'analyse au lieu d'avoir peur. Et puis, ouais, ouais, je suis plutôt quelqu'un de calme. Mais en plus, depuis que j'ai Dieu et Jésus dans ma vie, je remarque souvent, pas toujours, parce que euh, concrètement, à tout ce qui concerne le handicap, qui est inné chez moi, ça, c'est pas encore inné toujours. Je pense que, je sais pas, même toi qui fais ce métier depuis tellement longtemps, qui a consacré ta vie au Seigneur, de temps en temps, tu es quand même un être humain. Donc, voilà.
Mais moi, de plus en plus, je, quand j'ai une peur, particulièrement, quand j'ai une peur, au lieu de rentrer dans ma peur, puis de dire ouais, j'ai peur, et puis ça me paralyse, et puis rentrer toujours plus dans ma peur, eh bien, je dis cette chose toute simple. Je dis dégage au nom de Jésus. Parce que la peur, en fait, elle vient de qui? Elle vient du diable. Dégage au nom de Jésus. Jésus, il est plus fort que le diable. Donc, c'est Jésus qui gagne. Donc, je suis plus attaquée par mes peurs et voilà. C'est clair que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu et à Jésus, j'ai une paix intérieure qui est encore plus grande qu'avant. De nouveau, j'ai toujours eu une paix intérieure malgré tout ce que j'ai vécu. Des fois, je me dis, je ne sais pas d'où elle vient. Ouais, cette joie de vivre. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est plutôt une joie de vivre et une paix aussi, hein. Mais des fois, je me dis, mais je sais pas. Et voilà. Et puis, des gens m'ont dit, certaines personnes qui me connaissent bien, qui connaissent aussi mon parcours, m'ont dit, mais cette paix, pour moi, elle vient de Dieu et elle vient de Jésus. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, donc, tout à fait, ma paix est encore plus grande, même si elle était déjà avant. Je pense qu'elle était déjà avant aussi, parce que ayant un handicap depuis ma naissance, et puis un truc aussi que pas forcément tout le monde sait, mais moi, quand je suis née, j'ai eu une hémorragie cérébrale, j'avais 2 jours. J'ai vraiment failli mourir quand j'ai eu cette hémorragie cérébrale. Donc, je passais tellement près de la mort et même de la vie quotidienne, tous les jours, physiquement, je fais des choses des fois, mais je risque de tomber, d'être en déséquilibre vraiment physiquement, ça m'arrive tous les jours, plusieurs fois par jour. Descendre des escaliers, des choses comme ça. Donc, voilà, je pense que d'une part, bien sûr, mon rapport à la mort a changé du fait de, comme tu disais, d'avoir reconnu Jésus dans ma vie. Voilà. Mais d'autre part, je pense que j'avais déjà une beaucoup moins grande peur ou une non-peur de la mort parce que du fait de mon vécu particulier, de mon handicap, que que la mort ou la presque mort fait partie de mon quotidien depuis quasiment le premier jour de ma vie. Je vois, Zara, puis d'autres le voient aussi, tu as eu une force depuis de toute naissance qui vient, pour moi, ça vient de Dieu. Mais un bon jour, toi, tu l'as réalisé, ça. Comment ça s'est fait? Alors, je pense que ça, je le dis dans la première interview qu'on a fait. Je pense, je ne sais Oui, pas si tu tu en veux as que parlé, oui. je redise tout ça, mais c'est vrai que j'ai réalisé ça il y a quelques années maintenant et je l'ai confessé. Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Et puis, je pense que sa question, c'est aussi que, voilà, moi, j'ai jamais eu vraiment peur de la mort, comme je le disais avant, mais euh, ben, voilà, sur Terre, on a tous notre vie. Puis moi, comme je le disais, j'ai pas eu qu'une vie facile, mais en confessant le Seigneur comme mon sauveur, en reconnaissant ça, bien, j'ai la garantie d'avoir la vie éternelle, une vie magnifique, une vie d'amour, une vie sans difficulté aussi, sans difficulté physique et d'autres difficultés qu'on peut avoir sur Terre. Que tout le monde, plus ou moins, voilà, pas tout le monde naît avec un handicap, on a des accidents et tout, mais que si on reconnaît Jésus comme son sauveur, on a tous, on a tous une nature pécheresse et qu'on doit reconnaître Jésus comme son sauveur pour être délivré de ça.
pour avoir la vie éternelle, une belle vie éternelle, parce qu'on aura tous une vie éternelle quand on va mourir. Mais ceux qui auront pas reconnu Jésus comme leur sauveur, parce qu'on a tous une nature pécheresse, chacun, ben, ils vivront leur vie éternelle sans le Seigneur et sans toutes les beautés que ça veut dire, qu'on n'a même pas idée de ce que c'est. Mais ceux qui l'ont reconnu, bien, ils vivront, on pourrait dire ça, au paradis. Et voilà. Et puis moi, je me dis, ben, sur Terre, c'est pas tous les jours facile. Ça n'a pas du tout été tous les jours facile. Et de temps en temps, c'est toujours pas facile, physiquement, psychologiquement ou d'autres choses pour tout le monde. Mais qu'en ayant reconnu Jésus comme mon sauveur, eh bien, j'ai la garantie que quand je vais mourir sur la terre, je vais avoir la vie éternelle magnifique. Merci pour ce beau témoignage. Tu me fais penser, permets-moi de citer le verset, c'est exactement ce que tu viens de faire aussi. C'est écrit dans Romains, l'épître que l'apôtre Paul a écrit. C'est écrit, si nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus, et si on croit dans son cœur qu'il est ressuscité des morts, nous avons la vie éternelle. Il nous a sauvés. Si nous croyons dans notre cœur sincèrement, puisqu'on le confesse, tu viens de le confesser comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Il sera sauvé, c'est écrit. Elle sera ou il sera sauvé. Donc, c'est une belle confession de ta bouche, de ton cœur, à nous tous. Et puis, tournons-nous tous, ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est la plus grande expérience de la vie, après la vie qu'on a vécue ici, pendant qu'on la vit, de reconnaître personnellement le Seigneur Jésus, puis de le confesser, puis de le croire dans son cœur. On pourrait le confesser pour le confesser, pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on Oui, a peur qu'on va mourir. Et peut-être ça se trouve des fois, des gens qui sont en fin de vie, qui vont bientôt mourir. Puis tout d'un coup, bah, ils ont peur, ils vont mourir, puis oui. ça fait ce qu'il y a après la mort. Mais ceux qui croient et qui sont confessés, ils savent. Ils ont l'assurance, ils ont cru dans leur cœur, ils ont l'assurance le Seigneur, il nous promet de nous tenir dans sa main. C'est plus nous qui nous tenons pour être sauvés, c'est lui qui nous fait cadeau, puis il garde toujours sa promesse. Il n'a jamais failli à sa promesse. Il nous garde dans sa main pour toujours. Alors, merci beaucoup, Zara. Bon succès. Sois béni. Merci beaucoup, Fernand. Merci beaucoup pour cette magnifique émission qu'on a fait ensemble, pour l'opportunité de, de faire cette émission à caractère particulier, justement, pour continuer à, faire avancer le message aussi pour tous les enfants en situation de handicap, tous les jeunes en situation de handicap qui se battent aux côtés de leurs parents, de leur famille, de leurs amis pour avoir une vie déjà terrestre quand même, une belle vie reconnue en tant que personne qui a de la valeur et non pas voilà, comme juste un handicapé comme ça qui est différent, qui est- qui- que cette différence est mauvaise, la différence elle est bonne. Le visuel aussi que tu me donnes pour parler de toutes ces choses, pour continuer de parler de toutes ces choses. C'est vrai que mon livre a été publié en 2010, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Il fallait faire un rafraîchissement de tout ça et dire aux gens que malheureusement, enfin, les choses positives qui continuent, c'est super, il faut continuer. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de choses positives et beaucoup moins de choses négatives à raconter dans le futur. Et là, on a parlé de choses vraiment importantes que je voulais mentionner de manière publique depuis très, très, très longtemps. Donc, Oui. merci beaucoup pour l'opportunité et merci à Mireille, merci à Isabelle d'avoir à leur manière contribué aussi à cette émission pour le rapport très,
très juste, très construit. Merci à Jean-Pierre aussi, mon responsable de formation de l'époque, qui, qui nous avait beaucoup, beaucoup aidés pendant cette période-là. Donc, merci à tous ceux qui ont participé euh, aussi à leur manière à cette émission. Et merci à toi, Anne. C'est à nous à te dire merci, chère Zara, et bon succès en tout. Sois béni et puis je te dis au revoir et à très bientôt. À bientôt.